Et à tous, merci d'être là, et puis merci à Benoît Leménian et Alexis Treille qui se présentent tout à l'heure de participer avec moi à cette table ronde. Le déroulé de l'heure qu'on va passer ensemble, on va commencer, je dirais après cette étape d'introduction, je ferai 10 minutes de présentation rapide sur les éléments principaux du PTEF Industrie Automobile et des transformations qui sont proposées, avant de démarrer à proprement dit la table ronde, au cours de laquelle on aura à peu près une quarantaine de minutes d'échange avec Benoît et Alexis, avant d'avoir une quinzaine de minutes pour prendre vos questions, réactions et puis essayer d'y répondre. Avant de démarrer la présentation du PTEF et de ses principaux éléments, je propose que Benoît, Alexis, on se présente pour dire un petit peu de qui on parle. Benoît, je commence. Vas-y. J'enlève ça. Bonjour, moi je suis Benoît Leménian, je suis ingénieur aéronautique de formation. J'ai rejoint Carbone 4 en 2007, où j'ai passé 7 ans, et ensuite j'ai fait plusieurs métiers différents, mais essentiellement entrepreneur investisseur dans les sujets de transition. Donc j'ai d'abord été patron d'un fonds d'investissement qui investit dans des projets d'énergie renouvelable régionaux, qui s'appelle OSE. J'ai cofondé et piloté le développement financier de WAG Energy, on valorise du biogaz de décharge. Et après un petit passage dans des gros fonds d'investissement, j'ai lancé une société qui s'appelle Vercor. On a levé pas mal d'argent cet été pour produire des batteries, pour alimenter la mobilité électrique. Et donc je vous parlerai de ces diverses expériences. Merci Benoît. Bonjour à tous, Alexis Treille. Alors j'ai plusieurs casquettes que je vais essayer de prendre un peu à tour de rôle aujourd'hui. Je suis futur ex-analyste de cycle de vie chez Michelin, puisque je vais quitter l'entreprise d'ici un mois pour devenir consultant indépendant pour les entreprises. J'ai aussi une casquette d'élu municipal sur une petite commune de 700 habitants au sud de Clermont-Ferrand. Et je suis aussi le membre d'une association qui s'appelle Les Collectifs, qui a pour ambition de mobiliser les employés motivés autour des questions environnementales au sein de leur entreprise, justement pour faire office de challenge et être force de proposition sur les stratégies que suivent les entreprises. Okay, merci Alexis. Donc pour finir, Jacques Portalier. Donc là, je suis là au titre de ma casquette de chef de projet de l'industrie automobile pour le PTEF. Projet que je copilote avec Laurent Perron, qui n'a pas pu être ici aujourd'hui. Et d'où je viens, avant de faire ça, j'ai été pendant 20 ans, j'ai travaillé dans l'industrie automobile. J'ai fait un petit passage par le Haut Conseil pour le climat entre les deux, et actuellement en dehors du shift, je suis aussi consultant indépendant depuis maintenant 2 ans. Et puis pour le clin d'œil, je suis l'homme de Néandertal des shifters, puisque j'étais bénévole au shift en 2011, alors que les shifters n'existaient pas. Voilà. Après ce petit clin d'œil, je vais rapidement, on va se rafraîchir la mémoire sur les propositions de transformation qu'on porte pour l'industrie automobile dans le PTEF. Pour commencer déjà, d'où on part sur les questions d'automobile et d'empreinte carbone. Je ne recommenterai pas l'équation de Kaya, je pense que vous êtes tous familiers de cette petite décomposition. Et en bas à gauche, là, le petit plat de spaghetti, c'est la trajectoire des termes de l'équation de Kaya pour l'automobile depuis 1990. Ce qui apparaît, sans faire de commentaires détaillés sur ces petites courbes, c'est que donc dans les à peu près 30 dernières années, on a fait à peu près 20% d'efforts en termes d'efficacité énergétique des moyens de transport. On a réduit l'empreinte carbone, l'intensité carbone des carburants, notamment en mélangeant les biocarburants avec les carburants pétroliers. Et tout ça a largement été mangé par l'accroissement de la mobilité des personnes, puisqu'il y a 22% en plus de voyageurs kilomètres. Et on est de moins en moins nombreux dans les voitures, puisque le taux de remplissage a baissé de 14%. Ce qui fait qu'au global, les émissions ont augmenté de 6%. Ceci étant dit, si on regarde les émissions liées, on va dire, au périmètre
alors pas de l'industrie automobile en tant que telle, mais de l'usage aussi de l'automobile. Donc on couvre dans ce projet-là aussi bien les véhicules particuliers que les véhicules utilitaires légers, parce que ce sont les deux qui sont produits par l'industrie automobile. En 2018, l'usage des voitures particulières, c'est 71 millions de tonnes de CO2. Il y a à peu près 15% en plus pour la fabrication des carburants, et puis 14 millions de tonnes d'empreintes de fabrication des véhicules, sachant que sur ces 14 millions de tonnes, la partie des constructeurs automobiles est extrêmement réduite. C'est-à-dire que les émissions sont plutôt à l'amont. Et puis les ordres de grandeur pour les véhicules utilitaires légers, c'est 26 millions de tonnes de CO2 par an. Et pour petit ordre d'idée quand même, c'est autant que tout le fret poids lourd. Donc les véhicules utilitaires légers, c'est aussi un gros sujet dans la décarbonation de la mobilité au sens large. Donc ça, c'est le point de départ, donc sachant que les objectifs de la SNBC et de la trajectoire vers la neutralité carbone, c'est que le 71 et le 26 soient à peu près égaux à 0. Le secteur industrie automobile, c'est pas le secteur qui embarque toutes les questions de mobilité, parce que si vous avez bien regardé votre programme, vous avez aussi des tables rondes sur la mobilité quotidienne et la mobilité longue distance. Donc il y a un équilibre, on va dire, à trouver entre l'évolution des pratiques de mobilité et ce que l'industrie automobile produit et, en termes de quantité et de type de produit pour, je dirais, au global, arriver à une décarbonation. Donc ici, vous avez un exemple d'évolution des parts modales proposées dans le PTEF, donc une forme de donnée d'entrée pour l'industrie automobile, pour le projet industrie automobile. L'évolution des parts modales entre la situation actuelle et puis 2050. Sur le périmètre de la mobilité quotidienne. Donc, ce qui s'appelle mobilité quotidienne, c'est la mobilité en dessous de 80 km dans le PTEF, où on a, dans la transformation proposée, une perte de 25% des parts modales de la voiture qui serait affectée à des engins de déplacement individuels type vélo, VAE ou de roues électriques ou quadricycles légers si on veut les mettre dans le game. Si on regarde très rapidement à quoi ressemblerait le secteur et la mobilité du parc automobile en 2050 dans le PTEF par rapport à aujourd'hui, ce qui illustre les grandes transformations autour de l'automobile. Le premier point, c'est la mobilité du parc de véhicules particuliers qui baisserait de 30 à 40% par rapport à la situation actuelle, donc giga véhicules kilomètres que vous voyez à gauche. Les véhicules utilitaires légers rouleraient moins, mais de manière beaucoup plus, avec une baisse beaucoup plus faible, par la nature d'activité et par aussi, ça vous pourrez le voir ce soir dans le tableau rond de fret, du fait de la croissance de l'activité du secteur. Ça traduit mécaniquement cette évolution de la mobilité du parc par moins de véhicules à renouveler tous les ans. Donc ça s'appelle une baisse de marché. Donc de l'ordre de 30 à 35%, et sachant que dans le PTEF, on fait la proposition de basculer le parc vers des véhicules qu'on appellera plus sobres, à savoir des véhicules plus légers, plus aérodynamiques, plus efficaces, pour avoir aussi une sobriété énergétique au-delà de juste la question du CO2. Une sobriété vis-à-vis aussi de l'empreinte matière. Du point de vue des motorisations du parc, une électrification quasi totale du parc, sachant qu'on a exploré, on va dire, deux options. Une option où on garderait 30% de carburant, on va dire, liquide ou gazeux, issu décarboné, même si ce n'est pas forcément ce qui est dans les tablettes politiques aujourd'hui. Et du côté de l'industrie automobile, on se retrouve avec une industrie qui se diversifierait, avec moins de voitures à produire, mais des sujets, des leviers d'activité économique autour des bornes de recharge, de la fabrication d'objets de mobilité en dessous de la voiture, allant des vélos plus ou moins électrifiés aux Ami ou Twizy en passant par les roues électrifiées. Et puis toutes les questions d'économie circulaire et de localisation des activités. Un autre levier dont on parle beaucoup moins, parce que peut-être moins visible ou avec des acteurs moins concentrés, c'est toutes les activités aval, c'est-à-dire après la vente de la voiture, toutes les activités de service autour de l'usage de la voiture, qui sont aussi fortement impactées par ces transformations, et avec aussi des leviers
de développement ou de shift business model autour des mobilités partagées, de l'entretien de ces nouveaux véhicules, de la multimodalité. Ce qui fait que les évaluations qu'on a faites en termes d'emploi, on arriverait à compenser quasiment la baisse d'emplois liés à la production automobile par le développement de nouvelles activités, soit de fabrication, soit autour des services de mobilité. Bon, en termes de décarbonation, je ne vais pas commenter en détail, on arrive à l'objectif de quasi plus avoir d'empreinte carbone en termes de tank to wheel, donc du réservoir à la roue. Par contre, il y a une empreinte carbone résiduelle sur la production d'énergie, ce qui est un peu inévitable de toute façon. Et le petit détail amusant, c'est qu'arrivé dans une vision 2050, l'ordre de poids de la fabrication versus l'usage s'est inversé, puisqu'on voit qu'en 2018, c'était 14 millions de tonnes de CO2 pour la fabrication versus quelque chose comme 83 millions de tonnes pour l'usage. Même en ayant fait des efforts sur la masse, sur l'empreinte carbone des batteries, etc., on arriverait à 9 millions de tonnes pour la fabrication et 3 tonnes pour la fabrication des vecteurs énergétiques. Donc ça veut dire qu'on aura un sujet en 2050 sur l'empreinte carbone de fabrication davantage que sur l'usage. Et en termes d'emploi, ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure. Le point de départ, c'est qu'on a en gros 900 000 emplois global sur le périmètre automobile, dont la moitié sur les emplois aval. Ça, c'est on va dire la casse liée à l'électrification et à l'évolution de la mobilité du parc sur les deux postes. Donc en gros, un gros 30% de contraction. Si vous avez regardé le webinaire sur le rapport emploi, vous verrez que l'automobile fait partie des secteurs où il y a les plus grosses, on va dire, transformations ou les plus gros mouvements en termes d'emploi. Et puis un certain nombre de leviers qu'on propose d'activer dans le PTEF sur la localisation des productions, sur la fabrication des objets en dessous de la voiture et leur entretien, qui permettrait, on va dire, en grosse masse, de revenir à une situation en volume d'emploi comparable au point de départ. Hop. Donc ça, c'était pour ma présentation rapide du PTEF. On pourra peut-être revenir dessus si vous avez des questions après. Il y a déjà des questions, mais oui. Oscar. Je vais poser une question naïve, et quand j'ai lu la réponse, je l'avais vue. Vous pensez qu'il n'y a aucun potentiel au niveau du rétrofit? Alors, on prend la question et je propose qu'on revienne sur les questions. On s'est dit qu'on prenait un temps de questions-réponses à la fin. D'accord. Parce que si on commence, on va plus faire la table ronde peut-être. Mais je prends la question. Si vous répondez pendant la table ronde, ça me va. Bon, c'est pas sûr. On va voir. En tout cas, on garde la question. Je la note, promis, on y répond. Donc voilà pour ces quelques éléments clés du PTEF sur l'industrie auto. Comme vous l'avez compris, je pense un peu de manière globale au niveau du shift, notre approche c'est de dire que la technologie c'est bien, mais que l'équation de Kaya c'est mieux. Du coup, avec le PTEF, on s'attaque, comme vous l'avez vu, à quelque chose comme 22% des émissions du territoire français avec les VP et les VU. Et aujourd'hui, toutes les réglementations, ou quasiment la quasi-totalité des réglementations qui touchent, on va dire, à la décarbonation de l'automobile sont exprimées en CO2 par kilomètre. Donc en gros, c'est principalement la technologie et le dernier terme de l'équation de Kaya qui est concerné. Donc une des questions, c'est comment intégrer dans les politiques publiques et dans les stratégies industrielles un pilotage de la décarbonation qui intègre les autres facteurs, donc une modération des usages, du report modal, de la sobriété énergétique. Du coup, Alexis, toi, au travers de ton engagement citoyen notamment, et puis de ton expérience de l'automobile, comment tu perçois ces questions de sobriété et de modération des usages? Aujourd'hui, la question de la sobriété en entreprise, de manière générale, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à aborder, puisque faire moins, on a généralement du mal à savoir comment l'intégrer à une stratégie d'entreprise. C'est pour ça que généralement, c'est les employés qui sont les plus moteurs sur ces questions-là, puisque la question de la sobriété dans leur vie quotidienne, c'est des choses que les plus concernés d'entre nous commencent un petit peu à appréhender, et donc ils ont envie de voir arriver un peu tout ça au sein de leur entreprise.
Je vous disais tout à l'heure que donc, je fais partie d'une association qui s'appelle Les Collectifs. Aujourd'hui, des démarches de sobriété qui ont été mises en place au sein des entreprises, il y en a plusieurs. Alors pas forcément autour du levier de la mobilité, mais typiquement la suppression des gobelets à la machine à café ou ce genre de choses qui s'inscrivent dans des démarches de mobilité. Il y a aussi des volontés d'aller vers les business models des entreprises, où là c'est tout de suite un petit peu plus compliqué, mais parfois c'est aussi un problème de sémantique, parce que les entreprises aiment mieux le mot de frugalité ou de more for less, ce genre de choses. Après, la difficulté, c'est aussi de réussir à embarquer l'ensemble des employés d'une entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile d'estimer le nombre de personnes qui se sentent concernées par ces enjeux-là au sein de l'entreprise, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la totalité. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que c'était cette semaine le challenge mobilité pour la région. Et malgré un certain intérêt pour la question, en tout cas dans mon entreprise, le challenge a été quand même assez peu relevé. Donc ça montre qu'il y a quand même une difficulté pour les employés de commencer à appliquer eux-mêmes ces considérations-là et de se déplacer un peu différemment pour aller travailler. J'en profite pour parler aussi, je change un peu de casquette, d'un outil que je connais qui fait un peu écho au PTEF, qui est un outil développé par l'Agence internationale de l'énergie, qui s'appelle le Mobility Model, et qui, à l'inverse du PTEF, n'inclut pas de notion de sobriété. Ou alors, dans leur tout dernier modèle, ils commencent tout juste à en parler, mais historiquement, c'était une notion qui n'existait pas. Pour autant, ils arrivent à mettre au point des scénarios qui atteignent la neutralité carbone en 2050. Donc, finalement, quand on fait un modèle, mathématiquement parlant, j'aurais tendance à dire que on arrive à la neutralité carbone avec les hypothèses qu'on veut, quoi. Donc la question de la projection de la mobilité, ce qui est important, c'est aussi d'évaluer le réalisme de ces scénarios-là. Pour vous donner quelques ordres de grandeur du scénario qui atteint la neutralité carbone, aujourd'hui il mise sur une baisse de l'intensité énergétique du PIB de l'ordre de 4% par an, c'est-à-dire pour une unité de PIB, combien est-ce qu'il a fallu d'énergie, en sachant que la tendance historique est plutôt autour de 1,2%, donc c'est quand même plutôt x3. Et le tout en ayant une croissance des déplacements, donc les passages et kilomètres, de 3% par an, ce qui va à l'inverse de ce qui vient d'être présenté par Jacques. Et donc ça pose une question de, voilà, est-ce qu'on a envie de voir cette croissance des déplacements continuer à augmenter indéfiniment? Sur le dernier scénario, ils ont commencé à parler de sobriété, en mentionnant que c'est un effort qui représente 4% de l'effet total, enfin de l'effort total à fournir. Et là aussi, on peut se demander si c'est suffisant, mais c'est une première porte qui est ouverte. Et notamment, un des premiers leviers qu'ils mentionnent dans ce rapport-là, c'est le 110 km/h sur l'autoroute, qui a fait bien le débat chez nous. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et toi, Benoît, du coup, qui a une position un peu différente alors, au travers de ton historique et de ton engagement actuel sur l'électrification. Ouais, moi ça fait 17 ans que je suis les questions de climat et de voir comment on peut changer le système sans tout mettre par terre. Alors j'insiste beaucoup sur le deuxième point, c'est facile de changer le système et de mettre tout par terre en même temps, c'est beaucoup plus difficile de garder une continuité. Et depuis 17 ans, moi j'ai vécu plusieurs crises majeures, il y a eu 2008, il y en a eu d'autres depuis. Et en 2008, j'ai eu l'occasion de travailler pour les gens des autoroutes, on s'est posé la question quels vont être les flux de trafic qu'on aura, et en 2008, l'outlook, c'était que de toute façon, le prix du pétrole ayant été amené à passer par un maximum, on était autour de 147. Donc, à peu près les prix qu'on voit à la pompe aujourd'hui, autour d'1,50 €, 1,60 €, c'est à peu près ça. L'euro-dollar a beaucoup bougé, donc en fait, le prix du baril est beaucoup plus bas, mais l'euro-dollar fait qu'on paye plus cher les carburants. Et la réflexion à ce moment-là, c'était l'augmentation des prix des carburants à faire baisser le trafic. Et la question qu'on se posait, c'était est-ce que ça rend le modèle des autoroutes et des concessions autoroutières, est-ce que ça le fait tomber ou pas? Et en fait, alors d'une part, ça ne le faisait pas tomber parce que les règles de calcul des péages font que même s'il y a moins de voitures, au global, ils facturent plus cher, donc ils gagnent quand même leur vie. Mais surtout, on a beau faire tous les modèles qu'on veut, l'aspiration à la mobilité est un truc qui résiste en fait à énormément de contraintes. Alors je ne sais pas si Crozet est là pendant l'université des shifters, mais Yves Crozet, c'est un économiste des transports qui bosse à Lyon et qui dit un truc assez simple, de toute façon, l'homme, depuis qu'il est homme, se déplace 1 heure par jour. Et comme il a envie et qu'il est curieux, qu'il a envie de voir de plus en plus de choses, quand il marche 3 km/h, donc ça veut dire qu'il fait un rayon de 3 km. Quand il a un vélo, il fait un rayon de 10-15 km.
Quand il a une voiture, il fait un rayon de 70 km, puis quand il a un avion, il fait un rayon de 1000 km. Et c'est une forme de réalité, c'est-à-dire que l'accès au progrès se traduit par l'accès à une distance de voyage un peu plus importante. On a vécu avec le Covid une rupture, la SNCF le sait bien, Air France aussi, les voyages professionnels se sont quand même cassés la gueule et c'est pas prêt de repartir. Mais fondamentalement, l'aspiration de la mobilité, elle est quand même forte, même si on met des barrières, même si on essaye de mettre des prix plus élevés, etc., etc. Alors le truc incroyable, et ça c'est très récent, hein, c'est que sur les 100 millions de tonnes, tu en as parlé, hein, et pour bien replacer les choses, vous connaissez un peu les chiffres, mais 100 millions de tonnes, c'est 20% des émissions françaises, on est à 500 millions de tonnes grosso modo. Donc 20% des émissions, et ce que tu as montré là, c'est très important, c'est qu'on peut quasiment les ramener à zéro avec un impact sur les usages qui est en fait très faible. Il n'est pas négligeable, mais il est très faible. Il y a d'autres secteurs où c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que dans le secteur de la mobilité. Et on est dans un moment incroyable où en fait on a mondialement, alors sauf pour la longue distance, mais pour tous les transports terrestres, les outils techniques pour décarboner massivement la mobilité, avec des technologies qui existent aujourd'hui, on pourra en parler, avec des économies qui permettent de le faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui se déplacer, quel que soit le type de déplacement, quand on est en déplacement terrestre, en électrique pur par rapport à du thermique, c'est quelque chose qui est rentable économiquement. Alors c'est important parce que une chose c'est d'être motivé, une autre chose c'est que ça soit possible. Donc aujourd'hui c'est rentable et c'est faisable. Et 3, il y a aujourd'hui des investissements industriels qui vont le rendre possible. Et donc ça donne une perspective qui à la fois en termes de réflexion personnelle ouvre des solutions assez différentes, mais aussi en termes d'ambition collective permet des basculements massifs. Et on a là devant nous les 10 ans qui viennent, on va voir un bouleversement complet du rapport à la mobilité automobile des particuliers, avec un basculement massif vers l'électrification. L'enjeu, et tu l'as bien montré Jacques, c'est qu'il faut que la production elle soit aussi faite avec une énergie qui soit le plus faible carbonée possible, d'où les projets de batterie qui arrivent en Europe, d'où le projet Northvolt, d'où ce que nous on essaye de faire aussi en France. Et là en fait, on a un secteur où, avec des coûts très faibles, on peut en créer des chaînes de valeur et des impacts à terme sur la mobilité qui sont majeurs. Et moi, à titre personnel, ça fait 15 ans que je suis dans ces sujets-là, je ne connais pas de secteur où on est capable d'aller aussi vite et aussi fort. Les bâtiments, c'est très bien, on en parle depuis 15 ans, on n'a rien fait, on a mis quelques pompes à chaleur, et on a encore le secteur des pompes à fioul qui hurle dès qu'on dit qu'on va arrêter, quoi. L'alimentation, c'est bien, mais combien d'entre nous sont passés végétariens? On voit que ça prend beaucoup de temps. Après, il reste le ciment. Le problème en France, c'est que vous avez Lafarge et Vicat, donc bon courage. Je suis un peu direct, mais, et donc quand je dis ça, c'est qu'en fait, vraiment dans la mobilité, avec l'électrification du transport, on a une opportunité incroyable d'aligner l'enjeu économique et l'enjeu climatique d'une manière assez unique en fait dans ce que j'ai connu depuis de nombreuses années. Et c'est la raison centrale de ma mobilisation et de ce qu'on lance en termes de projet industriel. Tu vois comme introduction. Alors je vais, comme j'ai la tâche à la fois d'être panéliste de la table ronde et animateur, je vais me fendre d'un petit commentaire ou d'une petite question ou deux questions en écho avec ce que tu viens de dire, Benoît. Cette question du temps passé pour la mobilité et de la portée des déplacements, je pense que c'est effectivement un élément clé et quelque part l'automobile, avec l'accès à une certaine vitesse de déplacement et un coût associé à ces déplacements relativement faibles, a permis, a impacté quelque part la structure de nos territoires, la manière dont la ville et l'espace est organisé, et du coup nous a aussi placé dans une forme de dépendance à l'objet voiture, et la manière de gérer cette question-là, je pense, n'est pas, bon là je déborde sur le sujet de la mobilité qui n'est pas tout à fait industrie auto, mais qui est très connexe, déborde ne s'adresse pas par une question d'injonction à la non-mobilité ou à dire à chacun débrouillez-vous pour ne pas prendre votre voiture. Par contre, sur du temps long, comme ce qu'on évoque là, sur des échelles de 30 ans, ça pose quand même la question de quel choix d'aménagement du territoire, de société, de mode de vie on fait, et comment le politique peut aussi se saisir de ces questions. Avec bien sûr les leviers, la question des leviers techniques qui permettent aussi de garder une mobilité quand même, on n'est pas dans la mobilité, pas l'absence de mobilité, mais qui permettent quand même d'atteindre un niveau de décarbonation qui est tout à fait intéressant. Et deuxième point, et je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, sur l'aspect économique au sens large, et les questions qu'il peut y avoir dans l'équation de l'économie, vu de l'usager et vu aussi des acteurs économiques et je dirais de la société en termes de balance commerciale, emploi, etc.
Peut-être du coup, pour revenir un peu sur la technique, dans le PTEF, donc on a discuté là un petit peu des aspects mobilité et usage. On a on porte une proposition, une vision d'évolution de l'automobile en termes de caractéristiques des voitures et de contenu technique. Donc l'électrification, on a mis entre 70 et 100%, sachant qu'il n'y a pas de dogme sur le sujet, c'est plus une question de regarder la faisabilité dans le contexte qu'on a projeté, d'avoir on va dire, de la résilience, de l'adaptabilité au cas où l'électrification n'arrive pas à être au bout de 100%. Mais par contre, c'est une électrification dans laquelle on a, je dirais, proposé une modération du dimensionnement des batteries, compte tenu des usages réels, et on s'est placé dans un paradigme où on n'essaye pas de faire ressembler une voiture électrique à une voiture thermique, c'est-à-dire où on fait le plein tous les 800 ou 1000 km si on a un suffisamment gros réservoir. Le deuxième point, c'est, j'en ai parlé, des véhicules sobres, donc jouer sur la masse. Alors ça passe par des questions sur la surenchère d'équipement des véhicules, sur les choix de conception aussi et leur taille, et aussi potentiellement sur des questions de sécurité. Alors, le sujet est un peu épineux, mais il y a depuis au moins une vingtaine d'années des choses non réglementaires, on va dire du consumérisme qui s'est mis en place sur l'automobile, qui fait qu'il y a une course à l'échalote pour que les véhicules obtiennent 5 étoiles Euro NCAP. Et la norme de l'Euro NCAP se sévérise au fur et à mesure du temps. Il faut forcément en rajouter plus pour avoir les 5 étoiles, et quand on est un constructeur un peu qui commence à faire des beaux véhicules, il faut avoir ces 5 étoiles, donc il faut mettre du contenu technique. Est-ce que ça, c'est souhaitable? Est-ce que c'est une spirale vertueuse ou pas? Il y a la question de l'aérodynamique, comment, ça pose la question de la dimension des véhicules, et bien au-delà de la question SUV, pas SUV. Parce on peut faire un véhicule pas SUV de 2,50 m de large, du Tesla par exemple. C'est pas forcément ce qui est le plus sobre comme véhicule. Et puis tout ce qui est efficacité de la chaîne de traction. Et là, pour le coup, pour faire écho un peu à la partie électrification et à la Tesla, depuis 10 ans, enfin 10 ans, en gros la fin des années 2000, c'est les annonces de Carlos Ghosn qui ont quand même marqué un virage dans l'industrie automobile sur le retour de l'électrification. Parce que ça a été quand même le premier constructeur à dire je vais aller massivement vers l'électrification, et en 2015, j'aurai, j'ai oublié, 50% de vente électrique. Je sais plus. 2020. 2020, c'était, merci. C'était aussi vite que... C'était 10%. J'ai mal mémorisé. Mais ça a été moins vite que prévu. C'est vrai. Néanmoins, c'est quand même une prise de position qui a fait basculer le monde automobile. En tout cas, ça a entraîné notre mouvement derrière. Et ce démarrage de l'électrification, il s'est fait avec une augmentation de la taille des véhicules, parce que la suivisation du marché s'est faite conjointement. Une course aussi à la taille des batteries. Donc comment toi tu vois cette évolution, je dirais, à l'avenir, ou quelle réaction ça évoque chez toi, et est-ce que par rapport à je dirais un peu le changement de direction qu'on évoque dans le PTEF, est-ce qu'il y a tu perçois des évolutions chez les constructeurs ou dans l'écosystème que tu côtoies? Alors, plusieurs choses là-dessus. Le premier truc, c'est que on a démarré du mauvais pied avec les véhicules électriques en imaginant que ce seraient des véhicules à essence, mais avec des batteries à la place du réservoir d'essence. En fait, un véhicule à essence, on le recharge quand on remplit son réservoir quand on en a besoin, souvent au cours d'un trajet, et en fait, les 90 ou 95% du temps, le véhicule est arrêté, on n'en fait rien. Donc ça, c'est un premier constat qu'il faut bien avoir en tête. Un véhicule à batterie, une fois qu'il est arrêté, s'il est branché même sur une prise de faible puissance type 3 kW domestique, c'est en fait un réservoir d'énergie dans les deux sens, c'est-à-dire c'est un stock tampon et un réservoir d'énergie. Vous faites quelques de maths, vous faites 1 million de véhicules électriques à 3 kW branchés, ça fait 3 GW de puissance appelable instantanément par le réseau. Donc c'est en tant que tel un élément technique, encore une fois sans aucune barrière, qui permet de faire augmenter les taux de pénétration des renouvelables intermittents d'une manière qu'on n'a jamais vue. Et donc, intrinsèquement, l'arrivée de ces véhicules fait sauter l'essentiel des contraintes qui, en tout cas en France, conduisent à... alors dans d'autres pays c'est pareil, qui conduisent à clamer haut et fort qu'on ne pourra pas mettre trop de renouvelables parce que tout va s'éteindre. Donc ça, c'est un premier élément, c'est que c'est pas du tout le même type d'usage du véhicule vu du réseau.
Le deuxième truc, c'est que, vu du client, l'utilisateur, tant que les gens n'ont pas basculé dans leur usage quotidien sur un véhicule électrique, ils n'y voient que des problèmes. Le jour où ils ont basculé, quel que soit le véhicule électrique, ils se disent « mais comment on a pu ne pas le faire plus tôt? On a été complètement fou ». Et en fait, ce qui est vu comme des problèmes, c'est-à-dire « je ne peux pas me charger », ça coûte cher, j'ai pas la capacité d'aller voir ma grand-mère en Normandie, etc. À l'usage, d'une part, les gens s'adaptent, et avec les véhicules actuels, on va discuter des problématiques de recharge rapide, etc. Pour 80-90% des usages du quotidien, et d'un peu plus que le quotidien, le moindre véhicule électrique du marché répond aux besoins. Deuxièmement, un véhicule électrique, il n'a pas de vidange, il n'a pas de filtre à air à changer, il n'a pas de tête de frein à changer. Donc son coût réel à l'usage est incomparablement plus faible. Et je regrette que le gouvernement, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, n'ait pas dit « vous avez un problème massif de prix du carburant, vous êtes typiquement les populations qui font moins de 100 km par jour, c'est-à-dire le type d'utilisation parfait pour un véhicule électrique, et on a la solution pour éviter que votre portefeuille flambe dès que le prix du pétrole monte, c'est de vous donner des petits véhicules. » Alors effectivement, tu as raison Jacques, des véhicules avec des batteries de volume de stockage d'énergie intermédiaire, 30-40 kWh, pas plus, qui allège le poids des véhicules, ce qui permet de ne pas tirer trop sur les ressources premières naturelles, et ce qui satisfait à un usage. 15 kWh au 100 km, c'est la consommation d'une Zoé, c'est d'ailleurs la consommation d'une Tesla qui est beaucoup plus efficace énergétiquement, et ça permet avec 30 kWh de faire 200 km, c'est-à-dire que vous faites le quotidien sans aucun problème, et ça vous coûte, faites le calcul, c'est très simple, 30 kWh, 15 centimes de kilowattheure, ça vous coûte 4,50 € les 30 kWh. Donc le coût d'usage est vraiment très faible. Et les freins c'est souvent, j'ai pas le véhicule qui me plaît. En fait, la gamme actuelle est en train d'exploser. Vous allez voir dans les années qui viennent une gamme phénoménale. 2, ça coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est comme souvent en termes de transition carbone, hein, c'est qu'il faut investir plus tout de suite pour dépenser moins plus tard. Et donc ça, on n'est pas trop habitué. Ça tombe bien, il y a des banques qui savent faire ça. Il y a des systèmes de leasing, il y a des systèmes de et il y a des exemples, plein d'exemples actuellement aujourd'hui. Je reprends l'exemple de la Zoé parce que c'est le véhicule le plus commun en France. Mais les Zoé pas les toutes dernières, mais les Zoé qui ont déjà 3 ans, vous pouvez louer une Zoé pour 150 € par mois avec les batteries comprises. Trouver n'importe quelle voiture qui vous coûte moins cher que ça sur le marché pour faire les trajets quotidiens, ça n'existe pas. Et ensuite, le dernier élément, c'est que la fameuse peur de la panne, c'est une peur de la panne qu'ont ceux qui ne sont pas basculés sur un véhicule électrique. Parce qu'aujourd'hui, alors Tesla montre la voie pour une raison très simple, c'est que Tesla a déployé un réseau de superchargeurs dont l'expérience utilisateur est absolument phénoménale et fait que vous travaillez avec Tesla comme avec n'importe quel véhicule thermique avec un confort incomparablement supérieur. Alors, quand je te raconte ça, vous voyez aussi qu'arrive tout doucement, même si on n'est qu'au début, une segmentation forte du marché sur les véhicules électriques. Jusqu'ici, ce n'était pas le cas. Il y avait grosso modo 1 ou 2 véhicules et puis on en mettait une batterie plus petite, plus grosse. En fait, on va voir arriver une diversité comme on a sur les véhicules actuels thermiques. Les grands véhicules, peut-être un peu familiaux, qui auront des batteries plus ou moins grosses, ça va dépendre aussi des besoins des clients. Les petits véhicules urbains, vous avez eu l'Ami là qui est arrivé, qui a une espèce d'ovni, un truc qui coûte 6 000 €, qui a une toute petite batterie pour faire quelques dizaines de kilomètres. Et ben, elle répond à un besoin de mobilité sobre finalement en termes de capacité à juste rejoindre la ville ou le village ou la gare du coin. Et puis entre les deux, il y a des voitures, on va arriver avec des gammes assez variées. On n'a pas parlé d'un truc, mais quand même on va en parler rapidement, c'est l'hydrogène. Parce que l'hydrogène est souvent vu comme étant la solution miracle à un problème de mobilité. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y aura pas l'hydrogène dans la mobilité routière. Il y en aura très marginalement dans la mobilité routière grand public, c'est-à-dire les camions longue distance, si tant est qu'il en reste, parce qu'on peut mettre ça sur les trains, et puis on voit que ça relocalise massivement pour tout, et un peu sur les bus. L'hydrogène, quoi qu'on en dise, c'est très cher énergétiquement à faire, même si on le fait à partir de renouvelables, c'est quand même pas très efficace. Et donc, personnellement, je pense qu'il n'y aura pas ou peu d'hydrogène sur les usages routiers. Il y en aura un peu sur les avions, un jour peut-être, et encore. Sur les trains, oubliez, ça sert à rien, ça ne marchera pas, c'est pas rentable. Et donc l'hydrogène, il faut le mettre là où c'est utile, sur le ciment, sur l'acier et sur la grande industrie. Et certainement pas dans la mobilité, où ça consomme beaucoup de ressources pour rien. Et d'ailleurs, les constructeurs étudient certaines solutions, parce que comme le marché est en train de complètement exploser avec des nouveaux usages, des nouveaux produits, des nouveaux entrants, il est important d'être présent, de sentir les dynamiques et ensuite de voir. Mais avec aujourd'hui les batteries existantes, évidemment il faut en mettre des quantités plus ou moins importantes, mais 80-90% de tout transport routier, poids lourd compris, en Europe, est largement décarbonable dans les décennies qui viennent, ce qui nous amène à vraiment, moi je pense que la trajectoire que tu as montrée tout à l'heure Jacques, c'est la trajectoire qu'on va vivre,
Et à la limite, pas tellement pour des raisons de climat. Alors oui, pour des raisons de climat et donc de réglementation, mais aussi parce qu'il y a une évidence économique à aller vers ces solutions. Tu veux rebondir? Tu es là pour ça. Par rapport à ce que tu viens de dire, Benoît, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, notre rapport à la mobilité et aux véhicules individuels, on réfléchit effectivement en fonction du plus critique et pas du plus fréquent. Et ça, c'est quelque chose qui marque pour pratiquer le covoiturage, c'est que aujourd'hui, quelqu'un qui a, admettons, 3 enfants, qui veut aller voir mémé en Normandie une fois par an, et qui en plus veut aller au ski, il va se retrouver avec un SUV, un gros réservoir et 4 roues motrices parce que c'est mieux quand il neige. Sauf que 90% du temps, il va se retrouver à faire son trajet domicile-travail, un truc énorme qui ne lui sert à rien. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de réflexions à faire sur quel est le bon moyen de mobilité dont j'ai besoin à un instant T, et ce moyen-là change en fonction de l'usage. Donc là, on rejoint des choses peut-être plus en lien avec la mobilité as a service, qui serait aussi intéressant de développer. Mais ça demande aussi un effort peut-être individuel et de changement des mentalités, où aujourd'hui on va au plus facile finalement. C'est-à-dire que le gros véhicule où on peut mettre tous les bagages pour aller en vacances, c'est le plus pratique et ça fait le taf le reste de l'année. Sauf que c'est pas le plus efficace et le plus adapté aux besoins à 90% du temps. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion aussi à faire de ce côté-là. Je vais reprendre ma double casquette du coup en écho à ce que tu viens de dire, la question du dimensionnement du véhicule par rapport aux usages entre la partie les 80 ou les 90% des usages habituels et les 10% d'usages exceptionnels, c'est une question intéressante parce que quand on regarde autour de nous, la plupart des objets techniques qu'on utilise sont à peu près tous dimensionnés sur un usage exceptionnel qui n'est pas l'usage nominal. Prenez votre PC, vous avez un CPU qui peut faire tourner, je ne sais pas quoi, un jeu de je ne sais quoi ou un simulateur de je ne sais quoi, et 98% du temps vous êtes sur Internet ou sur PowerPoint. Et puis, ouais, je sais pas encore, votre pantalon il a 5 poches, mais en général je n'en utilise qu'une. Mais bon, c'est un peu l'exemple facile, mais néanmoins il y a quand même une recherche de polyvalence. Et je trouve que la question que ça évoque aussi, c'est quelque part, il y a le fantasme dans le véhicule électrique qu'évoquait Benoît, qui est de dire on va faire un véhicule électrique qui va faire du 1 pour 1 avec un véhicule thermique et rien ne va changer autour. Derrière, ça pose juste la question aussi, alors il y a différentes échelles, j'ai parlé tout à l'heure de faire évoluer le territoire et du coup le motif de déplacement. Mais avoir un véhicule électrique aussi, c'est aborder sa mobilité différemment. Il y a des questions aussi de rapport avec la vitesse qui peuvent se questionner, qui font écho avec une histoire de 1 heure de déplacement par jour. Il y a le Forum Vie Mobile qui a sorti, enfin des acteurs du Forum Vie Mobile qui ont sorti un petit ouvrage qui s'appelle « En finir avec la vitesse ». Que je trouvais intéressant parce que ça pose la question de se dire quel est au final pourquoi a-t-on besoin de se déplacer vite. Ça peut se poser pour nos vacances aussi, en disant on part quelque part à 800 km, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire en 1 heure, alors que ça peut être sympa de voir des paysages pendant 1 heure, pendant 4 heures ou 5 heures, ou même se déplacer pendant 2 jours. Petit incident, Jack, si tu permets, sur la vitesse, le 110 km/h va venir tout seul, ne vous inquiétez pas, parce que la différence entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, c'est que le véhicule électrique, évidemment, vous donne en vision directe, parce que son efficacité de chaîne de traction est très élevée, la consommation réellement physiquement visible. Alors que le véhicule thermique ne le permet pas beaucoup. Donc le véhicule thermique, vous avez l'impression qu'il consomme un peu plus à 130 qu'à 110 et un petit peu plus à 110 qu'à 90. En fait, c'est parce que la chaîne n'est tellement pas efficace que vous en rendez pas compte, mais il consomme quand même beaucoup plus à 130. Le véhicule électrique, lui, consomme vraiment beaucoup plus à 130. Et donc pour faire l'autonomie pour aller voir mamie en Normandie, entre 130 et 110, vous arrêtez une fois de plus. Et ça fait une vraie différence. Donc ça va aussi arriver. Et puis sur le 110, moi ça me fait toujours marrer parce que les gens roulent tous à 130, personne n'a de télépéage. Donc quelqu'un qui roule à 130, qui râle contre le 110 et qui n'a pas de télépéage, il y a un truc que je comprends pas. Il fait la queue 10 minutes, un quart d'heure, voire plus. Donc il y a un rapport au temps qui est quand même un truc très bizarre. C'est pas le rapport au temps, c'est l'envie d'aller vite. C'est quand même pas tout à fait pareil. Je peux dire un truc. Je pense qu'il pourrait y avoir un cercle vertueux dans le fait d'aller moins vite, qui serait qu'on pourrait revoir le dimensionnement des véhicules avec justement moins de côté sécuritaire.
Pour la partie pneu, qui est celle que je connais le mieux, aujourd'hui, il faut savoir que quand on saurait faire un pneu avec une résistance au roulement, c'est-à-dire un pneu qui consomme très peu de carburant, mais on a du mal à le faire en ayant une adhérence importante. Si jamais on se dit qu'on va moins vite, on va être capable de lâcher sur ce levier adhérence au profit de la résistance au roulement. Et donc là, on rentre dans une dynamique vertueuse, et effectivement, du coup, ça demande de prendre le temps. Et du coup, si on revient peut-être sur je bascule sur un autre sujet, mais toujours sur l'électrification et plus sur la partie justement électrification massive, peut-être les conditions de succès, mais alors pas en termes d'adoption parce que ça nous plaît, mais aussi par rapport aux enjeux de soutenabilité, je dirais au-delà juste des aspects gaz à effet de serre. Parce qu'on voit que c'est des véhicules électriques extrêmement performants là-dessus. Puis on a les questions d'effet rebond. Des questions d'empreinte matière, il y a pas mal de débats autour de la soutenabilité de l'électrification. Ouais. Alors peut-être, je sais pas, Benoît, Alexis, lequel des deux veut démarrer? Je vais y aller parce que sinon je n'aurais plus rien à dire après. Alors en termes d'analyse de cycle de vie, aujourd'hui c'est évident que le véhicule électrique est beaucoup plus intéressant sur le volet carbone. En revanche, il y a d'autres indicateurs sur lesquels il est plus critique, on va dire, et notamment la partie matière minérale et métallique. Et donc il y aura une attention toute particulière à porter sur ces indicateurs-là pour des raisons d'approvisionnement, et puis dans un futur pas forcément si lointain que ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal d'industriels qui ont des problèmes d'approvisionnement en microélectronique. Et donc c'est des choses qui s'anticipent depuis le début, c'est-à-dire en partant aussi de la mine. Contrairement d'ailleurs aux choses qu'on peut avoir en tête, aujourd'hui le lithium ou le cobalt ne sont pas, sauf si je me fais contredire juste après, les métaux les plus critiques pour les batteries. Ça serait plutôt le cuivre, qui est un métal qui est utilisé de façon très, très courante. Et donc ces chaînes d'approvisionnement-là sont vraiment à robustifier et assurer. Et pour en parler en termes un petit peu d'analyse de cycle de vie, la disponibilité des métaux, on peut l'avoir de différentes manières possibles. Il peut y avoir la disponibilité énergétique, c'est-à-dire quelle quantité d'énergie j'ai besoin pour aller extraire une unité, 1 kg de métal par exemple, ou sur des leviers économiques et notamment de substitution. Et les deux limites ne sont pas forcément les mêmes et peuvent s'entrecroiser. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'il, je pense, faudra garder à l'esprit. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Non, c'est vrai. Je voudrais donner, c'est rigolo parce que l'analyse de cycle de vie, quand elle compare, elle oublie un truc. C'est que quand vous remplissez le réservoir de votre voiture, il y a 50 kg d'essence ou de gazole. Alors, faites un jour l'expérience, prenez un bidon et remplissez-le avec la pompe à essence et regardez la vitesse à laquelle ça coule beaucoup plus vite que la douche. Ah oui, c'est sûr. Et on ne s'en rend pas compte parce que c'est caché. Donc on voit pas la quantité d'énergie qui passe. Mais qu'est-ce qui leur arrive à ces 50 kg d'essence au bout de 1000 km ou 500 km? On les a gazéifiés, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on les a transformés en un peu de chaleur qui nous sert à faire avancer la voiture et beaucoup de CO2 et beaucoup d'eau. Donc oui, les batteries consomment au sens strict lors de leur production des matières premières métalliques. Donc en grande masse, on va trouver du lithium, très abondant, du cobalt, assez abondant mais politiquement sensible, parce que dans des zones du monde qui sont plutôt, évidemment, la République démocratique du Congo, qui porte bien son nom, le cuivre, alors le cuivre est moins un problème des batteries que de l'électrification en tant que telle, en sachant que, et de loin, le premier usage du cuivre, c'est le bâtiment. Et vous avez vu qu'il y a un promoteur immobilier chinois Evergrande qui est en train d'être dans une situation difficile. Ça fait baisser le cours du cuivre. C'est quand même complètement dingue. C'est-à-dire que les gens imaginent qu'ils vont construire moins de bâtiments, donc ça fait baisser le cours du cuivre. Et après, il y a le nickel, très important dans les batteries à haute densité énergétique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres types de batteries qui existent, ce qu'on appelle les LFP, phosphate de fer lithier, qui sont des batteries à lithium, à fer et à phosphate, et qui du coup n'ont pas du tout ces problématiques de ressources potentiellement limitées. Après, il y a un sujet de maîtrise de la chaîne de valeur, parce que tu posais la question des conditions du succès, Jacques, et tous les acteurs européens, on est dans la même barque là-dessus. La Chine, elle a mainmise sur une grande partie à la fois des mines et aussi des usines d'extraction de ces minerais. Et ça, c'est un choix géopolitique très fort qu'a fait la Chine depuis très longtemps, qui a été très active en Afrique, mais c'est en train de changer, et qui a également mis des usines dans des coins de Chine où ils n'étaient pas trop regardants sur la manière dont on va
sur un matériau de base, extraire telle ou telle fraction. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de limite visible à très court terme sur l'ensemble de ces métaux. Il y a aussi une autre raison, c'est que la batterie, c'est un truc génial, parce qu'au bout de 15 ans, les 250-300 kg de matière que vous avez, ils sont toujours là. Vous n'avez rien consommé. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on sait parfaitement bien les recycler. Et donc on va venir faire de la séparation par hydrométallurgie, on met ça en solution et on a des séparations chimiques, ça les gens de l'INSA se façon très bien. Et à la fin, vous pouvez vous retrouver avec des sels de lithium, des sels de cuivre, des sels de cobalt, et hop, on repart pour un tour et on refait de nouvelles batteries et ça continue. Il faut bien sûr consommer un petit peu d'énergie pour le faire. Donc ça, c'est quand même très vertueux. Il faut qu'on mette massivement en circulation le volume de départ finalement de ces matériaux-là, qu'on ne les diffuse pas après pour les réutiliser et les réutiliser durablement. Donc ça, c'est à mon sens un élément important. C'est comment l'Europe va pouvoir sécuriser cette chaîne de valeur amont et sécuriser aussi le recyclage sur son territoire. Il y a eu des chaînes de valeur, comme par exemple le papier, comme par exemple tous les produits électroniques, où on n'avait pas d'usine en Europe, parce que c'est bien gentil de vouloir faire des batteries, de vouloir faire du recyclage, mais en France aujourd'hui, ouvrir une usine, c'est pas évident. Ouvrir une mine, alors là, bon courage, alors là, c'est juste pas possible, quoi. Vous avez la terre entière sur le dos, c'est juste impossible. Mettre des éoliennes, ça devient quasiment impossible. Donc on a quand même une situation sociétale où les gens sont demandeurs d'aller vers des choses qui sont moins impactantes, mais refusent absolument. C'est toujours pareil, hein, les hommes chérissent les effets dont ils déplorent les causes, mais c'est quand même ça, c'est qu'on a envie d'aller vers des véhicules électriques, mais en même temps, on ne veut pas d'usine de recyclage de batteries. Donc là, il y a un vrai travail à faire, et ça, c'est une des conditions du succès, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Soit on va importer des batteries d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Il n'y a pas d'usine de batteries en Europe, elles sont en train d'arriver, mais elles ne sont pas là. Donc les Zoé que vous pouvez acheter, ou les 208, c'est des batteries chinoises ou des batteries coréennes, en fait, dans le meilleur des cas en Pologne et beaucoup en Chine. On ne transporte pas trop les batteries, c'est quand même lourd et cher à transporter, donc on ne le fait pas trop, mais Pologne, il y en a quand même beaucoup. Et demain, elles vont repartir pour se faire recycler ailleurs. Donc là, notre enjeu, il est très industriel. Et malheureusement, on sort de 20 ans de ce pays où on a passé notre temps à désindustrialiser, avec une sensibilité des hommes. J'élargis un peu, hein, mais ça fait partie, à mon avis, des conditions de succès de cette filière. Les hommes politiques qui sont très loin du monde industriel, les grands patrons qui ont passé leur temps à parler de faiblesse, que c'était génial, vous allez voir ce qui va se passer, on a vu une catastrophe. Et donc aujourd'hui, on s'est massivement désintéressé collectivement de l'enjeu industriel. Or, la transformation vers la mobilité électrique, c'est des industries. C'est des industries de transformation chimique, donc c'est plein de boulot pour les gens qui savent faire ça. C'est des nouveaux sites à réouvrir. C'est plein de travail pour plein d'ouvriers qualifiés et plein de compagnons. Mais ça nécessite vraiment de comprendre ça et de l'intérioriser. Parce que sinon, on va regarder passer les trains, on va mettre beaucoup d'argent pour subventionner le basculement de filière, et on n'aura pas l'industrie sous-jacente, et ce serait quand même vraiment une occasion ratée. Ça va comme ça? Pas mal. Ça tombe bien parce que tu fais la transition avec le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, qui était quelque part cette transition et transformation de l'industrie automobile. Et du coup, comment on peut faire pour que cette transformation elle soit aussi source d'activité économique et d'emploi, tout en sachant que depuis les années 2000, si vous connaissez un peu le secteur automobile, vous savez qu'il y a eu une baisse assez importante des quantités de voitures assemblées sur le territoire, puisqu'on était en 2004 à 3,3 millions de voitures et on doit être aujourd'hui à un peu plus de 2 millions. On a 1,5 million. Ouais. 2001, moins d'1,5 million. Donc ça a entraîné forcément une baisse des emplois dans la partie conception-fabrication. Dans le PTEF, en plus, on est sympa, on projette des baisses des ventes. On projette un marché qui se contracte. Et si on en rajoute encore un petit peu, on peut dire que l'électrification, les études qui existent sur la conception, la fabrication d'un véhicule électrique, tendent à montrer qu'il y a une intensité emploi par véhicule qui est plus faible. Alors il y a des questions sur l'intensité emploi pour la fabrication de la batterie, pardon, parce que ça dépend jusqu'où on remonte dans la chaîne de valeur pour regarder ça. Mais voilà, on a identifié aussi des gisements sur je dirais les services autour des véhicules, la mobilité, etc. Potentiellement sur la fabrication d'objets en dessous de la voiture. Tu as parlé d'Ami, Twizy ou ses descendants. Pourquoi pas les objets type vélo cargo, on va dire les petits véhicules électrifiés, sachant que historiquement c'était des industries assez proches de l'industrie automobile.
Du coup, vous, comment vous... Enfin, et toi, pour commencer, peut-être, du coup, Benoît, je te redonne la parole, sur le sujet emploi, activité économique, et les conditions pour que ça soit effectivement un levier d'emploi et d'activité, du coup, ça a des répercussions sociales positives. Ce qui n'est pas forcément la direction alors, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui. Il y a quand même une vraie prise de conscience, un gros effort des politiques et des industriels qui ont compris aussi cet enjeu-là. On revient sur des trucs assez basiques, mais c'est Henry Ford, hein, je fais une voiture pour que mes ouvriers puissent l'acheter, sinon ça n'a pas d'intérêt, je n'aurai pas de clientèle. Et je pense que ce qui s'est passé sur le solaire a vraiment marqué les consciences. Ce qui est marqué sur le solaire, on a quand même eu beaucoup d'argent. Je ne validerai pas les calculs de Jean-Marc, mais enfin il y a tendance à dire que c'est 300 milliards pour rien. Donc c'est en tout cas une somme considérable d'argent pour grosso modo faire venir des panneaux chinois en France, et ça c'est tout le monde qui fait bien au courant de ça. Et ça a quand même fait très peur à tout le monde, il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Donc ça va passer par quoi? Ça va passer par, à minima, faire monter les exigences environnementales des produits mis sur le marché, là où on veut qu'elles soient. Et donc, empreinte carbone, taxe carbone, c'est en train de se discuter au niveau européen sur les voitures. Mais il faut aller plus loin que ça, et là on rentre dans des problématiques de géopolitique. Vous savez qu'il n'y a pas de vélos chinois qui arrivent tout fabriqués en Europe. Parce qu'il y a des droits de douane qui ont été mis en place pour que les vélos soient assemblés au minimum sur le territoire européen. C'est mieux que si ce n'était pas le cas. Et bien on peut faire la même chose sur les voitures. Techniquement, il suffit de le décider politiquement. Sauf qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que l'Allemagne est un grand exportateur de très belles voitures de luxe en Chine, qui est un des très grands marchés pour BMW et Mercedes, et donc bloque complètement ça. Donc le sujet, il n'est pas technique, il est essentiellement politique. Une des approches, c'est de monter l'exigence environnementale, donc fiscalité environnementale ou exigence carbone dans le cadre de la directive batterie européenne. Il sera impossible de vendre des voitures sur le territoire européen à partir de 2026 si les batteries ont une empreinte carbone trop basse, trop faible, trop élevée. Mais après, le diable est dans les détails. Quelles sont les modalités de calcul? Comment on fait? Est-ce que si j'ai du solaire avec des garanties d'origine, ça fait des batteries bas carbone ou pas? C'est ce qui s'est passé dans les panneaux solaires. Et donc là, c'est de la politique, c'est-à-dire que c'est de l'influence à Bruxelles et dans le cadre des accords internationaux. Il y a un dernier élément qui, moi, je trouve est très positif, c'est-à-dire qui nous oriente dans la bonne direction, c'est l'ambiance géopolitique qui est en train de se dessiner entre la Chine et les États-Unis. Clairement, les États-Unis ont dit, mais nous, on arrête, quoi. C'est-à-dire que vous voulez venir, nous, les Chinois, aux États-Unis, bah, 1, vous respectez nos règles, 2, vous faites des JV, et puis 3, dans certains métiers, vous venez pas, donc voyez, au revoir, et puis c'est que le début, à mon avis. Et de l'autre côté, la Chine durcit beaucoup sa position industrielle et politique, ce qui veut dire que l'Europe n'a pas d'autre choix que de faire la même chose. On ne peut pas rester dépendant des puces de TSMC. TSMC, principal fondeur des puces de tous les secteurs, Taïwan, c'est sur le plan chinois, va être annexé par la Chine dans les 10 ans qui viennent, les 15 ans qui viennent. C'est ça qui va se passer. Donc TSMC, qui fait des puces pour le monde entier, a créé une filiale aux États-Unis pour au moins pouvoir alimenter les États-Unis. Mais si en Europe on n'a rien, on va se retrouver dans le monde de la farce. Donc pour moi, l'élément du succès, il est vraiment moins technique, parce que techniquement, on a les capitaux, on a les entreprises pour faire, que sur le plan géopolitique. Et ça, c'est aussi l'engagement des citoyens. On ne peut pas demander à faire la transition et en même temps acheter une voiture qui arrive de Chine ou sans faire de lien entre les deux. Le citoyen et le consommateur ont une responsabilité croisée sur leurs emplois. C'est ça le message sous-jacent. Et de ce point de vue-là, le shift et vous tous qui êtes là, vous avez cette responsabilité-là aussi de faire des choix qui sont en cohérence avec ce dont on parle à mon avis aujourd'hui. C'est vraiment... et ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez beaucoup de pouvoir. Je ne reviendrai pas sur la partie industrielle, mais en termes d'emploi, ce que j'imaginerais bien, peut-être de façon assez triviale, c'est de penser aussi au côté tertiaire et services, puisque je le disais tout à l'heure, en termes de mobilité et de comment se déplacer tout en maintenant les services rendus par la mobilité, il y a de vraies questions à se poser. Dans le PTEF, on a vu que le scénario, c'est moins 30% de véhicules kilomètres. La question, c'est comment on fait. Et pour moi, à partir du moment où cette question se pose, c'est-à-dire qu'il y aura des solutions à trouver et donc des services à proposer. Et je pense que pour une partie des industriels de l'automobile, il y aura peut-être une diversification sous forme de vente de services qui pourrait être intéressante à trouver, qui permettrait aussi de trouver un équilibre un petit peu différent pour faire face à potentiellement des emplois qui seraient perdus par l'industrie, et encore que du coup ça reste bien. Il y a un exemple intéressant, je pense que celui c'est Renault qui a lancé un service Mobilize, qui n'est pas à destination que du grand public, mais aussi à tout ce qui est chauffeur taxi, avec des véhicules un peu spécifiques. Et ça c'est dans la même inspiration que ce qu'a fait Michelin sur l'usage des pneus au kilomètre, pour aller vers un autre type de rapport à l'objet. Donc ça c'est début. Hein.
Ok, eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Je ne rebondirai pas pour le coup. Je pense qu'on est presque dans les temps pour prendre les questions. Oula. Alors, je vais commencer par la première qui a été posée sur le rétrofit dans le PTEF. Alors, on a regardé, la vision qu'on a montrée, c'est la vision 2018-2050. Donc du coup, comme vous l'avez vu dans le plan d'atterrissage 2050, 100% du parc est électrifié. Et le marché était quasiment électrifié ou décarboné. Donc le marché est quasiment essentiellement décarboné. Donc dans ce contexte-là, la rétrofit n'apparaît pas explicitement, parce que le rétrofit nous apparaît pour le coup comme une solution de transition. Ça peut être une option pour accélérer l'électrification en phase de transition. On en a d'ailleurs, il me semble que dans le rapport, on parle un peu du rétrofit. On n'a pas une position, on va dire, fortement marquée sur le sujet, parce qu'il y a, pour moi en tout cas, des questions qui restent sur le niveau de massification, enfin l'impact global qu'on peut atteindre, et du coup le niveau d'enjeu associé. Un tout petit mot sur rétrofit, parce que ça j'ai bien regardé. Le rétrofit VP, on peut oublier, parce qu'en fait le surcoût lié à j'enlève le moteur, je remets le moteur et les certifs qu'il faut faire en Europe, oubliez. Aux États-Unis, vous faites ce que vous voulez. Aux États-Unis, vous enlevez votre moteur, mettez un autre, vous mettez des essence diesel, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. En France, c'est impossible. Par contre, là où ça marche, très facile, tous les bus, toutes les bandes ordures ménagères, tout en fait les endroits où ce qui est au-dessus du châssis vaut plus cher que le châssis. Et là, il y a beaucoup d'endroits en fait, tous les véhicules pro, les mecs qui viennent vider toute la partie hydraulique, etc. Donc, et là, il y a vraiment des cas très simples. En plus, il y a un gros avantage, c'est que c'est des véhicules qui ont besoin, dans certains cas aussi, d'avoir du poids et qui ont toujours la place. Donc, passer les bus, il y a des collectivités qui commencent à le faire. Passer les bus électriques, c'est facile. L'inconvénient, c'est que les maires adorent inaugurer des nouveaux bus avec de nouveaux trucs, et donc ils rechignent un peu à les prolonger dans la durée de vie. Mais techniquement, ça c'est facile. Il y a juste un intérêt matière à terme, c'est de séparer la valeur ajoutée batterie de la valeur ajoutée carcasse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans des situations où dans les voitures, si je veux changer de batterie, je changerai de voiture. Alors, un peu comme on a dans les ordinateurs aujourd'hui. Ouais, donc il y a un enjeu matière à mettre en place une économie qui sépare ces éléments-là et qui joue peut-être pas en CO2, mais joue peut-être en matière. Il n'y a pas besoin de le faire sur le rétrofit, ça. On fait sur neuf. Sauf que, aujourd'hui, une batterie, ça fait, je vais vous donner juste 2 chiffres. Si on fait 500 km d'autonomie avec une batterie un peu grosse, ça fait 2000 cycles. 2000 fois 500, ça fait 1 million de kilomètres. Et en fait, aujourd'hui, c'est à Jacques Moinon, est-ce que les voitures tiennent 1 million de kilomètres, Jacques? Ça demande beaucoup. La batterie n'est pas morte. Non, elle vit. Hein. Voilà, sauf que vous aurez quand même des vendeurs de batteries qui vous changeront tous les 2 ou 3 ans les qualités des batteries, qui feront que les gens auront intérêt à changer la batterie, etc. Non, pas non plus. Je m'inscris en faux contre ça. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Prenez les voitures actuelles. Elles perdent 5 à 10% et ça dépend des quelques premiers mois. Ensuite, pendant 1 million de kilomètres, ça ne bouge plus. Donc vous n'avez aucun intérêt à changer votre batterie. C'est quand vous devez le faire, de toute façon, il faut tout démonter, c'est l'enfer. Donc, non, le modèle, c'est pas ça. Le modèle, c'est par contre comment faire des caisses qui tiennent, parce que c'est ça le problème. Après, la question de la tenue des caisses et des véhicules, c'est une question aussi de quel est le. Ça pose des questions tout autour de la réparabilité et de l'économie circulaire. C'est combien ça coûte de réparer mon véhicule par rapport à sa valeur de marché. Et aujourd'hui, une voiture thermique ou électrique, on peut la faire durer. Je ne vais pas dire tant qu'on veut, mais pas loin. Il n'y a plus de problème de corrosion, etc. Après, c'est à un moment donné, on dit j'arrête parce que ma voiture, de toute façon, elle vaut moins cher que la main-d'œuvre que je vais payer pour les pièces que je vais payer pour changer. On va peut-être du coup passer à un autre sujet. Oui, j'avais une dernière question. Dernière, jusqu'à la demi. On peut déborder. On va essayer de faire des réponses courtes. On peut prendre plusieurs questions, comme ça on les note. Vous dites rapidement les notes et puis on choisit. D'accord. Sur la seconde vie de la batterie, on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai qu'au bout d'1 million de kilomètres, on peut faire autre chose. Seconde vie de la batterie. Autre question derrière. Autre question. Je trouve qu'on n'a pas parlé de la voiture autonome sur un projet sur 30 ans. Peut-être qu'il aurait été inclus. Je pourrais répondre à la question.
Moi j'avais une question par rapport à tout ce qui est reconditionnement des différents organes de la voiture, notamment Renault qui avait des initiatives qui proposaient dans ce sens-là. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se développer? Est-ce qu'il y a des législations prévues? Parce que justement ça pourrait rentrer dans les circulaires du véhicule. Ok. Reconditionnement là. Vous avez mentionné tout à l'heure la partie redistribution au réseau, donc c'est la technologie véhicule to grid pour les batteries. Seulement là, il y a une usure prématurée des batteries qui va du coup augmenter le cycle. Qui dit usure prématurée, du coup je rejoins un petit peu ce que disait monsieur tout à l'heure sur le fait de diviser la partie châssis de la batterie pour absolument récupérer les batteries derrière pour pouvoir recycler, etc. Il y a rien encore. Combien est-ce qu'il faut de réacteurs nucléaires pour électrifier une partie du Alors ça j'ai la réponse tout de suite, c'est très rapide. Alors zéro, si on arrive, la conso de tout le parc français c'est 100 TWh si on passe tout en électrique. Ça vous donne, vous faites le calcul, un réacteur c'est 10 TWh ou 20 avec un EPR, ou 5. Autre question. Non, c'est juste une dernière question, vous avez un peu répondu, vous avez dit que les Français aspiraient beaucoup à la mobilité. Mais moi j'entends souvent que 70% des déplacements font moins de 7 km. Et donc est-ce que la voiture elle va manquer dans ces cas-là? Et ma question c'était comment l'industrie automobile se prépare à un changement de paradigme? Parce que le système voiture en gros, j'espère, en tout cas, va être remplacé par d'autres systèmes. D'accord. Je voulais savoir comment elle se prépare à ce changement. Ok, tu voulais prendre... Je commence sur un ou deux sujets. Sur la seconde vie de batterie, je te laisserai. Véhicule autonome dans le PTEF, je ne vais pas développer beaucoup, mais dans je dirais notre vision du sujet, c'est qu'en termes de soutenabilité globale et de bénéfices, climat, environnement, etc., pas d'intérêt. Je vais la faire assez court. Nous, on serait plutôt dans une position d'écarter cette option d'un plan, même si c'est pas très dans l'air du temps. Sur l'aspect peut-être puissant, enfin électrification du parc, l'enjeu il n'est pas tant sur la quantité d'électricité pour faire rouler les voitures que les potentiels appels de puissance pour la recharge. Et si vous regardez, il y a une étude de RTE de mai 2019 qui est assez intéressante là-dessus, qui explique qu'en gros, en faisant du heure pleine, heure creuse pour la recharge des véhicules, on peut arriver à ne pas avoir de problème d'appel de puissance vis-à-vis du réseau, même avec un mix assez fortement avec beaucoup de renouvelables. Donc il n'y a pas besoin, et ça rebondit sur la question de batterie qui se fatigue en faisant du V2G, c'est une solution, c'est un levier possible pour faire du stockage électrique quelque part en dynamique avec les véhicules, mais ce n'est pas un incontournable. Avec des solutions techniques très simples qui ne vont pas fatiguer les batteries, on peut déjà gérer des problèmes, des gros problèmes au niveau du réseau, de sa stabilité et les appels de puissance. Voilà. Et, oui, sur le véhicule to grid, juste, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, 1 million de voitures à 3 kW, ça vous fatigue pas les batteries et vous tirez 3 GW. Donc vous faites 10 millions de voitures, c'est 30 GW, c'est-à-dire que vous avez 30% de la puissance appelable du réseau français. Donc vos problèmes d'équilibrage réseau, même au niveau européen, ils sont résolus. Donc ça va prendre 10 ans, ça va prendre 15 ans, parce que le parc se renouvelle à une vitesse assez lente. Mais si derrière vous donnez la main au gestionnaire du réseau, c'est ça qui est important, c'est donner la main au gestionnaire du réseau pour pouvoir venir attaquer ces usages-là. Soit dit en passant, il y a des gens qui ont déjà fait la réflexion, vous savez peut-être pas, mais HP a mis dans toutes ces imprimantes et tous ces ordinateurs une puce qui leur permet de contrôler par IP, donc si vous êtes connecté à Internet, l'appel de puissance de l'ordinateur. Et vous dites, c'est pas grand-chose un ordinateur, c'est quoi, quelques watts? Ouais, enfin, sauf que c'est des centaines de millions d'objets. Et en fait, si tous ces objets, au même moment, ils viennent s'effacer, ne serait-ce que de 5 watts ou 10 watts ou 20 watts, au global, ça fait des gigawatts sur le réseau. Donc toute l'arrivée de cette intelligence-là, elle va en fait changer la manière dont on va le piloter. Reconditionnement, oui, bien sûr. En fait, on retrouve ce qui était les casses automobiles, mais en fait, c'est comme le covoiturage, c'est le stop avec Internet. Le reconditionnement, c'est les casses automobiles avec Internet, quoi. Donc, évidemment, seconde vie des objets. Sur la batterie, je pense pas. Moi, sur la batterie, je crois que c'est pas un truc qu'on va s'amuser à enlever des véhicules et à remettre, parce que l'avantage ça, c'est que c'est quand même quelque chose qui est très stable. Soit ça marche, soit ça marche pas. Et ça tombe pas en panne en milieu de vie. Ça se passe pas comme ça. Pardon, mais il y a quand même une chute de capacité qui est, au fil des années, qui est inéluctable, quoi. D'ailleurs, les constructeurs, ils communiquent sur une vétusté. Bah écoutez, j'entends ce que vous dites, mais regardez les statistiques, allez voir les statistiques des véhicules qui ont fait le plus de kilomètres qui sont aujourd'hui les Tesla, c'est une réalité, et il y a plein de statistiques publiques.
et ils perdent effectivement 6-7% au début, puis après ça bouge plus. Et après, LFP, ce sera mieux. et sur LFP, vous faites 4000 cycles, donc le problème est encore plus résolu. Donc en fait, c'est beaucoup plus. Renault eux-mêmes, j'ai eu l'occasion de discuter avec les data, lui-même dit on a un gros problème, c'est qu'en fait la durée de vie des batteries de Zoé est très supérieure à ce qu'on avait prévu. Donc tant mieux en fait pour les clients, mais du coup on renouvelle moins les voitures. Après, c'est pas forcément la durée de vie de la batterie qui fait le. Je dis, quand Elon Musk a fait l'annonce 1 million de miles, tout le monde s'est dit waouh, il est vachement. En fait, que dalle, il a des voitures qui font 800 km d'autonomie x 2000 cycles, ça fait 1,5 million de kilomètres. C'est en fait intrinsèquement lié au produit. Par contre, les sièges qui font 1 million de kilomètres, moi j'en connais pas. Enfin, pas en tout cas ceux qu'on a l'habitude de voir. Oui, il faut les changer. Mais... Et la seconde vie des batteries, du coup? Alors, seconde vie des batteries, là, il y a un grand débat. Là, il y a vraiment un grand débat. 2 mots là-dessus. Il y a une boîte en France qui s'appelle la SNAM qui en fait. Donc, elle recycle des batteries, elle les met dans des racks, elle les vend comme batteries pour usage stationnaire. Quand vous regardez les economics aujourd'hui, c'est quand même limite parce qu'il y a beaucoup de reconditionnement en fait. Les batteries sont tellement diverses en termes de forme, de casing, d'intensité, de chimie, qu'il faut les démanteler presque une par une pour les repackager sous forme de nouvelles batteries. Donc il y a beaucoup de travail humain, c'est bien, ça fait du travail, mais du coup économiquement par rapport à des nouvelles batteries faites au kilomètre en standard, c'est pas terrible. Et par contre les métaux qui sont dans la batterie, eux, ont de la valeur. Donc il faut mieux dans certains cas tout casser, tout trier et repartir sur une nouvelle batterie que la réutiliser. Donc théoriquement oui, c'est possible, il y en a qui le font. Économiquement jusqu'ici c'est quand même un peu fragile comme modèle. Ce point-là, et peut-être on conclura là-dessus, ça pose pas la question du reconditionnement, ça pose des questions quand on parle d'économie circulaire. Comment on conçoit les produits, la question des standards, pour pouvoir réutiliser les composants sans avoir à revenir à la matière première. Quand c'est pas conçu pour ça, en général, ça devient compliqué. Et ça passe par des trucs tout bêtes, mais pour récupérer une batterie, la SNAM récupère des batteries, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de nomenclature universelle qui permet juste simplement de savoir est-ce que c'est du LFP, du NMC. Et donc ça, ne serait-ce qu'un problème de sécurité, parce que quand il la démonte, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Donc ce papier génial, en vrai, c'est possible. Après, c'est le contrat avec le constructeur. Hein. Il a qu'à demander. Si par exemple il a un contrat avec Renault, il peut très bien lui demander par rapport au numéro d'un VIN ou quelque chose comme ça. Il peut très bien lui demander. Certes, mais sauf que Renault, le jour où il vend sa batterie à quelqu'un, il l'a mise en marché, et c'est plus lui qui est responsable de la récupérer après. Donc se pose la question de savoir qui est le propriétaire du produit au moment où il faut passer en fin de vie.